nuit du 18 juin 1940. Alors que la France s'est effondrée, les troupes allemandes foncent vers Brest, Lorient et Saint-Nazaire afin de capturer les navires français. À Saint-Nazaire, la cible est un navire en cours de construction, bloqué dans un bassin, le Jean Bart. Mais pendant le mois qui s'est écoulé, 3500 ouvriers et marins se sont lancés dans une course contre la montre pour terminer le navire, relier le bassin à la Loire et empêcher sa capture. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable, l'histoire de l'évasion du Jean Bart. « 19 mai 1931, c'est le coup de tonnerre dans les chancelleries européennes. L'Allemagne de Weimar, toujours restreinte par le traité de Versailles, lance un navire de nouvelle génération fait pour couler le commerce britannique. Avec ce nouveau navire, la course à l'armement naval, une des raisons du déclenchement de la Première Guerre mondiale, reprend. La France réplique en 1934 en lançant la construction du Dunkerque et du Strasbourg, deux cuirassés rapides de 26 000 tonnes. Pendant plusieurs années, c'est la course au navire le plus puissant, le plus rapide, le plus lourd, entre Allemands, Français et Italiens. En 1935 et 1936, la France lance la construction de deux cuirassés de 35 000 tonnes, le Richelieu et le Jean Bart. La livraison de ce dernier est prévue pour le début de 1941. Mais pour construire tout cela, il faut des bassins de construction. Et en 1936, avec le réarmement, aucun bassin n'est disponible pour le Jean Bart et il faut donc en créer un de toutes pièces. Ce sont les chantiers Pénoët de Saint-Nazaire qui sont choisis. 3 ans plus tard, en 1939, l'ouvrage n'est pas achevé, mais surtout, il n'est pas relié à l'estuaire de la Loire et donc à la haute mer. Une tranchée doit être percée, les hauts-fonds creusés sur plusieurs centaines de mètres pour permettre aux cuirassés d'avoir assez d'eau pour rejoindre la Loire, puis l'Atlantique. La date de fin estimée des travaux pour permettre aux navires de quitter Saint-Nazaire, le 1er octobre 1940. Le 5 décembre 1939, alors que la guerre est déclarée depuis quelques mois, le capitaine de vaisseau Pierre-Jean Renard prend son commandement afin de superviser la fin de la construction. À son arrivée, les travaux avancent bien. Le front est calme. Renard reçoit les informations comme tous les Français, par la presse et les communiqués officiels. Mais le 13 mai 1940, les Panzers de Guderian percent le front dans les Ardennes. Le 16, le front s'effondre. Le communiqué à la population reste évasif, mais Renard comprend que la situation est grave. Inquiet pour la France et pour son navire, il comprend que le Jean Bart pourrait rapidement être à portée des avions allemands. Immédiatement, il pense à appareiller dès que possible et liste les obstacles. Le principal est évidemment le chenal. Entre le bassin et l'estuaire vers la Liberté se dressent des tonnes de vases, de rocs, de caillasses. Au matin du 18 mai, après une nuit blanche, Renard convoque son second ainsi que l'ingénieur Gasquet en charge du chantier. Ensemble, ils passent en revue les programmes prioritaires à mener afin d'empêcher la capture du cuirassé. Les machines, évidemment, la production électrique, l'armement. Ensemble, ils conviennent du 20 juin, date de la prochaine grande marée, comme date butoir. Dans un mois. Dans un mois, si les Allemands ne sont pas là avant. Un mois pour mettre en place les équipements indispensables, hélices, appareils à gouverner, chaudières. Un mois pour draguer la sortie du bassin et relier celui-ci à l'estuaire de la Loire. Un mois
avant la grande marée de Vivo. Passé ce délai, la marée retiendra le cuirassé jusqu'au 5 juillet. Les vives eaux correspondent toutes les 2 semaines à l'alignement de la Terre, de la Lune et du Soleil. Les marées de vives eaux sont celles des hautes mers très hautes et des basses mers très basses. Comme les dragues n'auront pas le temps de creuser profond, le navire doit partir au moment où il y aura le plus d'eau, tout simplement. Mais pour modifier un chantier de cette importance aussi vite, avec autant d'acteurs différents, Renard doit obtenir l'accord du ministre à Paris. Sautant dans un train, il arrive à l'état-major de la marine le 22 mai. Au milieu des archives prêtes à évacuer et des officiers qui courent dans tous les sens, Renard explique son problème et obtient le soutien nécessaire. Au moment où le train de Renard quitte Paris, les Allemands sont aux portes d'Amiens et les armées alliées sont encerclées devant Dunkerque. Imaginons un instant que je veuille acheter un cuirassé d'occasion. L'annonce est alléchante, cuirassé Dunkerque, très bon état, jamais coulé, un seul propriétaire, la Marine nationale. Sympathique, on a envie d'acheter tout de suite. Heureusement, vu que vous suivez ma chaîne, vous savez que le navire a pris des obus et des torpilles, et que l'annonce n'est donc pas fidèle à l'historique. Mais pour les voitures, malheureusement, Capornier n'est pas là pour vous donner le passé du véhicule. Et le problème est le même, un vendeur qui passe sous silence l'essentiel. C'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est un rapport d'historique de véhicules construits à partir de plus de 900 sources dans plus de 30 pays. Avant d'acheter, vous tapez le numéro de châssis et vous obtenez l'équivalent d'un dossier de service complet. Regardez ce rapport-ci, kilométrage trafiqué et des accidents non mentionnés sur l'annonce. Le genre de détail qui, découvert après l'achat, coûte très cher. Grâce au code Capornier 20, vous obtenez une réduction de 20% sur votre rapport. Mieux encore, si le rapport est vide, pas de perte, vos crédits sont automatiquement remboursés. Le seul vrai risque, c'est de ne pas vérifier. Alors, avant le prochain achat, n'oubliez pas, on vérifie l'historique pour un cuirassé sur Capornier et pour une voiture sur Car Vertical, comme on inspecte une coque avant de prendre la mer. Le lien est en description et en commentaire épinglé le code Capornier 20 appliqué automatiquement pour obtenir 20% sur votre rapport. Le tirant d'eau du Jean Bart, un navire long de 248 mètres et large de 35, est estimé à 9,70 m une fois les travaux terminés. Mais jamais la tranchée ne pourra être creusée assez profondément d'ici le 20 juin pour un tel tirant d'eau. Alors, si on ne peut pas creuser plus, il faut alléger le poids du monstre et partir avec le strict minimum. Toutes les 6000 tonnes de matériel ou de combustible, le navire s'enfonce d'1 mètre supplémentaire dans l'eau. Après arbitrage, Gasquet est en mesure d'estimer un tirant d'eau de 8,10 m pour le 20 juin. Après l'intervention du ministre, c'est l'ingénieur du repère venu de Nantes qui est désormais en charge du dragage. Renard lui demande une largeur minimum de 70 mètres dans le chenal, mais vu les délais, du repère réplique qu'il ne pourra draguer qu'une largeur maximum de 50 mètres. Pour la profondeur, il promet une sonde de 3,50 m tout le long de la tranchée. Les sondes, c'est-à-dire les chiffres que vous lisez sur la carte, c'est la profondeur pour la basse mer théorique extrême de coefficient 120. L'annuaire des marées donne une hauteur d'eau qu'il faut ajouter à cette sonde pour avoir la profondeur totale. La pleine mer du 20 juin est donnée pour 5 mètres, soit avec la profondeur à 3,50 m, 8,50 m de hauteur d'eau. 8,50 m de hauteur d'eau, moins les 8,10 m de tirant d'eau du navire, cela veut dire que le Jean Bart n'aura que 40 cm sous sa quille le 20 juin. Pour Renard, c'est impossible. 7,50 m de chaque côté et 40 cm sous le navire, impossible de manœuvrer sous ces conditions. Mais ces conditions, ce sont les événements qui les imposent, la guerre, la menace de la capture. Alors, le programme de dragage est modifié pour que l'axe rejoignant la Loire soit le plus court possible. Un éventail doit être creusé pour permettre aux 248 mètres du cuirassé de pivoter à la sortie du bassin avant de s'engager dans une tranchée de près d'1 kilomètre.
Pour permettre cet exploit, 2 grosses dragues travaillent 24 heures sur 24, 2 équipages se relayant toutes les 12 heures pour creuser et élargir le chenal. Pendant que la France s'effondre ce mois de juin 1940, 3500 ouvriers coupés du monde sont lancés dans une course contre la montre, 12 heures par jour, pour faire partir le géant de fer. Le 7 juin, jour où les Allemands franchissent la Somme, les hélices sont montées. Le 11, alors que le gouvernement a quitté Paris pour Tours puis Bordeaux, les chaudières sont terminées. Le 16, au moment où Albert Lebrun, président de la République, désigne Philippe Pétain comme président du Conseil, le gouvernail est installé. Pour alléger le navire, Renard décide de sacrifier l'une des 2 tourelles principales de 380 mm. Pendant ce temps, le dragage se poursuit jour et nuit. Évidemment, des avaries et des pannes surviennent, des alertes aériennes perturbent les travaux. Les délais se prolongent. Le 15 juin, la tranchée est annoncée prête pour le 19. Mais le 17, Durepaire repousse finalement l'échéance au 20 juin et les Allemands ne cessent de se rapprocher. Dans le cas où les Allemands arriveraient avant l'appareillage, Renard fait aménager une ligne de défense aux abords du chantier. Les accès sont restreints, des barricades érigées et les jeunes recrues s'entraînent au tir. Évidemment, ce ne sont des mesures que pour l'honneur, pour ralentir l'ennemi si l'on devait s'aborder le navire. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. 17 juin midi. C'est la stupeur à Saint-Nazaire et dans toute la France. Les Français apprennent par la radio que le gouvernement demande l'armistice et appelle à cesser le combat. La nouvelle se répand et les ouvriers cessent de travailler, incrédules. Immédiatement, cependant, Renard parcourt le chantier et remobilise ouvriers et marins. Le Jean Bart partira. Les Allemands sont désormais à 40 km de Saint-Nazaire et depuis la veille, la Luftwaffe survole la zone, attaque les gares et les convois. Ce 17 juin, les quais de Saint-Nazaire grouillent de soldats britanniques fuyant la France. À 4 km du quai, 80 navires mouillent dans l'estuaire pour évacuer des milliers de soldats britanniques et des civils. Parmi eux, le RMS Lancastria, avec près de 9000 soldats et civils à son bord. À 16h, au moment où le paquebot plein à craquer repart vers l'Angleterre, une escadrille de bombardiers allemands attaque et coule le paquebot. La menace sur le Jean Bart n'a jamais été aussi proche. « 18 juin, 9h. Au téléphone, l'amiral Rioux demande à Renard de partir à la marée de 15h. Les Allemands arrivent. « Impossible, amiral. Le sas n'est pas ouvert. L'appareillage est prévu dans 48 heures. La tranchée n'est pas terminée. Faites pour le mieux. » répond l'amiral avant de raccrocher. La marée de 15h est impossible à respecter. Reste la suivante, à 4h du matin, c'est-à-dire un appareillage de nuit. Dans 19h, au lieu des 40 prévus. Heureusement, la tranchée est creusée à 3,50 m jusqu'à l'estuaire. C'est assez profond, mais il reste beaucoup de travail devant le sas. Il faudra draguer jusqu'au dernier moment. En revanche, Durepaire annonce que le Jean Bart ne disposera pas des 50 mètres de large, mais de 45 seulement. Un chenal de 45 mètres pour un navire large de 35, dépourvu d'instruments de navigation et dont les machines ne peuvent pas être testées. Un chenal dont les limites ne seront pas visibles, car les bouées de balisage ne sont pas équipées de feu. L'appareillage était prévu de jour. Ce même 18 juin, alors que des dizaines de navires quittent les ports de Brest ou de Lorient pour éviter la capture, le Jean Bart embarque ses derniers équipements, mazout et gasoil. 500 tonnes, calculées au plus juste pour ne pas dépasser les 8,10 m de tirant d'eau.
C'est tout juste suffisant pour quitter l'estuaire, mais il faudra être ravitaillé en mer très rapidement afin de ne pas tomber en panne sèche devant les côtes. Midi, c'est l'effervescence sur le quai et à bord. Des rumeurs annoncent les Allemands à Nantes. C'est le branle-bas de combat, les barricades sont armées, les fusiliers marins à leur poste, appuyés par une compagnie de l'armée de terre. 14 heures. Rien ne pouvant être testé avant le départ, le Jean Bart ne peut pas compter sur ses machines pour quitter le bassin et atteindre le chenal. Ce sont donc 3 remorqueurs qui seront chargés de la manœuvre. Renard espère que le vent ne se lèvera pas. Le courant, quant à lui, devrait être nul pendant cette manœuvre. Le début de celle-ci est fixé à 2h30 du matin. 14h30. Les veilleurs aperçoivent au loin une colonne motorisée. Ils arrivent. 15h. Certains à bord parlent de faire sauter le pont du Méan pour retarder les Allemands. D'autres veulent s'aborder le Jean Bart, rendre le navire inutilisable. Renard s'assure qu'aucun acte de sabordage ne sera commis sans son ordre formel et les couleurs sont hissées pour la première fois. 16h. Les communications extérieures ne fonctionnent plus. La tension monte d'un cran. La colonne motorisée entre dans Saint-Nazaire, mais depuis le sommet du Jean Bart, les veilleurs n'observent pas d'échange de tirs. C'est le soulagement général. La colonne n'est en fait pas allemande mais britannique. Depuis des mois, c'était le chantier qui fournissait le cuirassé en électricité et les électriciens n'ont pas eu le temps de régler les disjoncteurs. Au moment de devenir autonome, tout saute. Le bord est plongé dans l'obscurité, la ventilation se stoppe, rendant les locaux machines invivables. Il faut démarrer une dynamo de secours afin de pouvoir enclencher à nouveau les disjoncteurs. Les mécaniciens doivent encore attendre 1 heure avant de pouvoir réinvestir les locomachines, temps nécessaire au refroidissement de la température, puis relancer les chaudières principales pour l'appareillage. Mais les incidents électriques se répètent plusieurs fois dans l'après-midi, impossible de réchauffer les chaudières pour le moment. 18h, les arbres d'hélice sont enfin reliés aux arbres des turbines. Cependant, aucun essai n'est toujours possible. 19h, les derniers instruments de navigation sont livrés, mais en pièces détachées, trop tard pour les monter. Le Jean Bart naviguera donc à vue. Autre problème, le navire penche. Il gîte sur bâbord, avec comme conséquence un enfoncement de 8,25 m au milieu bâbord contre 8,05 m au milieu tribord. Dans des conditions normales, cette gîte ne serait pas très grave, mais pour le Jean Bart cette nuit-là, le redressement est impératif. Alors, de 22h à 1h45 du matin, Gasquet fait déplacer des tonnes de combustible des soutes bâbord vers les soutes tribord afin que le transfert de poids rééquilibre le navire. En tout, 250 tonnes de masse liquide pour redresser de quelques degrés un navire de 35 000 tonnes. 1 heure avant l'appareillage, le navire parvient quasiment à l'équilibre. « 2h30. Après quelques heures de repos, Renard monte en passerelle. C'est la nuit noire. Cachée par une épaisse couche de nuages, la lune espérée n'est pas au rendez-vous. La coupée est relevée, les équipes sont prêtes. Mais nouveau problème, les remorqueurs ne sont pas au rendez-vous, le Jean Bart est seul. Apercevant des petits feux loin devant le sas, Renard observe à la jumelle 2 des remorqueurs déséchouer le 3e. Depuis 30 minutes seulement, le navire est alimenté en électricité. Les électriciens ont finalement réussi à stabiliser le coffret des disjoncteurs avec une cale en bois. C'est un bricolage dangereux qui pourrait provoquer un grave incendie, mais pour le moment, c'est la seule solution. « 3h10, les remorqueurs entrent enfin dans le sas et crochent le cuirassé. La pleine mer est à 4h,
la marée commencera à descendre 15 minutes plus tard. Après 5 heures, le niveau de l'eau sera trop bas pour atteindre le chenal de la Loire. La marge de temps qui avait été prévue a été rognée par l'échouement du remorqueur. Heureusement, les conditions météo sont clémentes, le vent ne s'est pas levé. 3h20, nuit noire. La manœuvre débute, c'est le moment de vérité. Aux ordres de l'officier de manœuvre, les marins laissent filer les haussières. Les remorques se tendent et le géant de fer s'avance lentement. Immédiatement à la sortie du sas, le jambard doit pivoter vers le sud. L'éventail fait à peu près 280 mètres, soit 30 mètres de plus que le cuirassé. Sans ces machines pour manœuvrer, seul le remorqueur Minotaur à l'arrière peut retenir les dizaines de milliers de tonnes du jambard. Mais l'inertie entraîne le mastodonte au-delà de la limite draguée, l'avant du jambard s'échoue mollement dans la vase. Renard est quasiment aveugle, sans lumière ni compas, et distingue à peine l'avant de son navire. Mais la marée continuant de monter, le jambard s'extrait facilement de la vase. Les remorqueurs manœuvrent, mais le cuirassé s'échoue une deuxième fois. 4h30, le jour commence à se lever. Depuis plus de 30 minutes, les 3 remorqueurs, aidés par 2 petits venus en renfort, donnent tout ce qu'ils peuvent. Le cuirassé commence à bouger, et le jambard est enfin arraché à la vase et s'engage dans la tranchée. Il était temps, la marée a commencé à descendre. Le cuirassé débute son transit à 4 nœuds, 10 cm de marge de manœuvre de chaque côté, encadré par les remorqueurs. Les 20 minutes suivantes s'écoulent dans un silence de mort et tout le monde s'attend à un nouvel échouement. Mais rien. Au bout d'1 kilomètre, l'épreuve est surmontée, le navire est dans la Loire. « 4h40. Alors que le navire est désormais engagé dans le chenal, des bombardiers allemands fondent sur le jambard. Heureusement, toutes les mitrailleuses et pièces d'artillerie du secteur entrent en action pour venir au secours du cuirassé français qui ne peut manœuvrer, et les premières bombes tombent à côté. Aucun dégât n'est à déplorer, mais le patron d'un des remorqueurs prend peur et largue sa remorque. La deuxième passe des bombardiers se solde par un nouvel échec, mais le jambard est vulnérable. Heureusement, depuis 10 minutes, les chaudières sont enfin prêtes. Cependant, un Heinkel 111 isolé revient pour une 3e passe et atteint le navire d'une bombe entre les 2 tourelles avant d'être pris en chasse par des avions français. Les dégâts sont mineurs, un trou de 20 cm et pas de blessés. À la passerelle, les premiers ordres claquent, l'hélice tourne et le cuirassé français évolue par lui-même pour la première fois. Les remorqueurs sont libérés et le cuirassé continue sa route vers la liberté. Il faut quitter la zone au plus vite. Il est 5 heures du matin, le soleil se lève et le jambard a été repéré par la Luftwaffe. Alors qu'il franchit les 2 dernières bouées de la Loire, le jambard entre dans l'océan Atlantique, alors qu'un mois auparavant, il n'était qu'une coque presque vide. Le 21 juin 1940, pendant que des officiers allemands inspectent le bassin vide de Penhoët, le jambard, escorté par plusieurs torpilleurs, longe les côtes du Portugal et file vers Casablanca, où il arrive le lendemain vers 17h. Après cet exploit pour l'honneur, le navire resta à Casablanca jusqu'à la fin du conflit. Du 8 au 11 novembre 1942, lors de l'opération Torche, le navire fut gravement endommagé par les bombardements américains. Mais ceci est une autre histoire, une autre émission à venir.